qu'on ne peut pas calmer le jeu sur la volatilité? Comment? Mais est-ce qu'on peut limiter la spéculation? Comment? Mais quand vous et moi on était petits, il y avait les banques de dépôt et les banques d'affaires étaient séparées. L'Europe est en train de réfléchir à nouveau. On réfléchit. Alors, ça, on réfléchit. Michel Barnier avait lancé le sujet et c'est en train de ressurgir. Oui, mais la question est à voir, est-ce qu'on le fait avant que ça explose? Parce que sur la Chine, quand même, je finis le diagnostic, même s'il n'y a pas que la Chine. On va revenir là-dessus parce que je suis pas sûr que ça apporte une réponse. Le fait, même si on les sépare. Ça ne règle pas tous les problèmes. Mais le shadow banking a pris le relais. Ok, mais ça limite la casse. Pardon, je vais y revenir. Voilà, sur la Chine, des raisons de s'inquiéter pour de vrai, même si on n'est pas là pour noircir le tableau. J'ai un ami dont c'est le métier qui est spécialiste de la Chine et qui va pendant 2 semaines tous les 6 mois et qui me donne des informations. Et sa femme est chinoise et essaye de vendre un appartement depuis 1 an. Et elle n'y arrive pas. Et là, la dernière nouveauté, c'est que le gouvernement accepte d'acheter les appartements vides avec une décote de moins 50%. Voilà. Quand vous allez à Shanghai, vous avez des kilomètres de maisons vides, d'immeubles vides. C'est impressionnant. Dans un beau lieu de Shanghai, c'est pire qu'en Espagne. Vous avez des immeubles qui sont tous vides, tout noirs. Le soir, il n'y a pas d'électricité. Et le gouvernement accepte de racheter mais avec moins 50%. Ça sent mauvais quand même, quand il y a une décote de moins 50%. Donc, et sur la question financière, je voudrais être sûr que BNP Paribas ou d'autres banques européennes n'ont pas risqué quelques dizaines de milliards en Chine. Voilà. Vous vous souvenez le rapport de la Réserve fédérale au mois de mars 2015 qui expliquait qu'il y avait 3 grandes banques mondiales dont BNP Paribas qui faisaient courir des risques systémiques et qui n'étaient pas capables d'expliquer comment elles réglaient leurs affaires en cas de crise financière. C'est quand même la Réserve fédérale qui leur a donné 6 mois pour expliquer qu'est-ce qu'elle faisait en cas de crise financière. Donc une des idées, il n'y a pas de baguette magique. Quand on a accumulé autant de risques, autant de bêtises depuis des années, on ne peut pas tout nettoyer d'un coup. Mais si on séparait les banques de dépôt et les banques d'affaires, ça calmerait la spéculation. Je répète, quand vous et moi on était petits, Nicolas, il y avait d'un côté BNP et de l'autre côté Paribas. Paribas avait le droit de faire des trucs bizarres, mais c'était l'argent des actionnaires. Non mais sans rire. Et du coup, les actionnaires étaient beaucoup plus prudents, ils n'avaient pas la garantie de l'État. Tandis que depuis qu'on a mis BNP et Paribas dans la même structure, on a la garantie de l'État pour la spéculation. Quand ils gagnent 10 milliards, c'est pour les traders et les actionnaires. Et s'ils perdent 10 milliards, ils vont venir voir le ministre en disant vous devez nous aider. Alors vous m'expliquez que les stress tests ont été une mascarade et qu'il y a encore une opacité sur les bilans de banque. La Réserve fédérale vient de dire qu'il y a 3 banques qui font courir un risque systémique à l'économie mondiale. Donc, je rappelle que quand les banques françaises disent vous inquiétez pas, on est trop gros pour tomber, le numéro 1 mondial de l'assurance AIG est tombé. Il était trop gros, il était le numéro 1 mondial, il ne peut rien lui arriver. Et quand AIG est tombé, il a fallu mettre 180 milliards. Obama a dû mettre 180 milliards pour la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe si François Hollande doit trouver 180 milliards parce que BNP a des pertes colossales? Il est urgent de séparer les banques. Non, on fera pareil, ça peut finir très mal. Il faut séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. On ne fera pas tomber BNPP s'il y avait un problème. De toute façon, donc on les trouvera ça fait mal. En 5 minutes, on les aura, les 180 milliards. Pour la Grèce, on les trouve pas en 2 minutes. Non, c'est différent, c'est pas la même chose. C'est pas une banque. Allez-y, Laurent. Bravo, donc ça veut dire que si la Grèce était une banque, on aurait réglé le problème. Ouais, sûrement. Superbe. Je voudrais juste par rapport. C'est très cynique ce que je dis, malheureusement, c'est à peu près vrai. Vous le répétez, si la Grèce était une banque, on l'aurait déjà sauvé? Ah si, il fallait sauver des quantités d'épargnants des pays riches pour effectivement éviter un armageddon bancaire. Alors que la Grèce est en excédent primaire, on y reviendra, mais la Grèce s'est sacrifiée. Ils ont fait des conneries il y a 10 ans, les gouvernements grecs ont menti, il y a des problèmes de fiscalité, mais aujourd'hui, le peuple grec a fait des sacrifices colossaux, ils sont en excédent primaire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les frais financiers, ils dégagent un excédent. L'Union européenne a divisé par 3 ses exigences d'excédent primaire pour essayer de trouver un accord en passant de 3% du PIB en 2015 à 1 point en 2015. La France est en déficit primaire, la Grèce est en excédent. Donc c'est scandaleux qu'on les fasse encore souffrir comme ça. On va en parler de la Grèce, vous inquiétez pas. En tout cas, on ne laissera pas tomber les banques systémiques. Par contre, les petites, oui. Si la Grèce était une petite banque, on s'en occuperait pas. Si elle était systémique. C'est scandaleux. Il y a des hôpitaux, ils n'ont plus de morphine en Grèce. Mais je ne vous dis pas que c'est pas scandaleux, effectivement. La socialisation des pertes alors que les profits étaient privatisés, c'est scandaleux. Il n'est pas normal que des banquiers n'aient pas fini devant des tribunaux à titre personnel. On est d'accord.